السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا إن شاء الله أتمم قراءة هذا الكتاب بعنوان لونفون نتاع ماريا مونتيسوري. إذن nouveau chapitre, les origines de notre méthode. Le 6 janvier 1906, on inaugura une école pour petits enfants normaux de 3 à 6 ans. Je ne puis dire avec ma méthode, car celle-ci n'existait pas encore, mais elle devait y naître peu de temps après. Il n'y avait là qu'une cinquantaine de petits enfants très pauvres et timides. Plusieurs d'entre eux pleuraient. Presque tous étaient enfants d'illettrés. Le projet initial était de réunir les enfants des locataires d'une maison populaire pour les empêcher d'errer dans l'escalier, de dégrader les murs et de semer le désordre. C'est à cet effet que, dans la maison même, une salle fut ouverte pour eux. Je fus appelé à prendre soin de cette institution, qui pouvait avoir un bel avenir. Je sentais confusément qu'une œuvre de grande envergure allait naître. Je croyais être comme une paysanne qui avait mis de côté la bonne sémence et qui en était venue offrir une terre féconde où la semer librement. Mais il n'en fut pas ainsi. À peine avais-je remué les mottes de cette terre que je trouvais de l'or à la place du grain. Les mottes cachaient un trésor précieux. Je n'étais pas la paysanne que je croyais être. En fait, mon action sur les enfants normaux m'apporta une série de surprises. Il est bien certain que des moyens qui avaient réussi auprès d'enfants déficients devaient constituer une véritable clé pour faire éclore le développement d'enfants normaux. Tous ceux qui avaient remporté un succès dans le traitement d'esprits faibles, dans le redressement d'intelligence fausse, contenaient les principes d'hygiène intellectuelle capables d'aider les esprits normaux à croître forts et droits. Tout cela n'a rien d'étonnant. Et la théorie sur l'éducation qui en est issue est-ce qu'il y a de plus positif et de plus scientifique pour persuader les esprits équilibrés et prudents? Mais il faut avouer que les premiers résultats me jetèrent dans le plus grand étonnement et souvent me trouvèrent incrédule. Ces objets que je présentais aux enfants normaux n'avaient pas du tout le même effet que celui qu'ils avaient eu sur les déficients. Tandis que ces derniers étaient tout de suite séduits par les objets, il me fallait toute ma force de persuasion pour inviter les enfants normaux à s'en occuper. L'enfant normal était attiré par un objet, fixait sur lui toute son attention et se mettait à travailler sans répit, avec une concentration étonnante. Il semblait ensuite satisfait, reposé et heureux. C'est une impression de repos qui émanait de ces petits visages sereins, de ces yeux d'enfants brillants de contentement après qu'ils avaient accompli un travail spontané. Les objets du matériel étaient comme la clé d'une pendule. Quand on a remonté celle-ci un instant, elle continue à marcher toute seule. L'enfant était plus fort, plus sain d'esprit après avoir travaillé. Il me fallut longtemps pour me convaincre que je ne me faisais pas une illusion. Je restais longtemps incrédule en même temps que saisie, émue et tremblante. C'est ainsi que le hasard me les fit rencontrer. C'étaient des enfants plaintifs, peureux,
si timides que l'on n'arrivait pas à les faire parler. Leurs figures étaient sans expression. Leurs yeux égarés, en fait, c'étaient de pauvres enfants abandonnés, grandis dans des maisons délabrées et sombres, sans soins, sans stimulants. Ils étaient visiblement sous-alimentés. Ils avaient un besoin urgent de nourriture, d'air et de soleil. C'étaient de vraies fleurs étiolées, moins la fraîcheur des boutons, des âmes cachées dans des enveloppes hermétiques. Quelles furent donc, quelles furent donc les conditions qui permirent l'apparition d'enfants nouveaux dont l'âme se manifesta avec une splendeur telle qu'elle dépensa sa lumière dans le monde entier? Ce devaient être des conditions singulièrement favorables pour qu'elle aille pu réaliser la libération de l'âme de l'enfant. Il faut que tous les obstacles répressifs aient été supprimés, mais qui n'auraient jamais pu soupçonner ce qu'étaient ces obstacles répressifs, quelles étaient les circonstances favorables nécessaires pour extérioriser une âme ensevelie. Bien des conditions qui étaient les nôtres eussent semblé contraires à un but aussi élevé. Ces enfants, ces enfants appartenaient aux classes sociales les plus basses. Les parents n'étaient pas de véritables ouvriers, mais des gens qui cherchaient au jour le jour une occupation passagère et qui, par conséquent, ne pouvaient s'occuper de leurs enfants. La plupart d'entre eux étaient illettrés. Il n'était pas possible de trouver une véritable maîtresse pour un pareil poste. On s'adressa donc à une personne qui, ayant fait jadis quelques études pour entrer dans l'enseignement, travaillait actuellement comme ouvrière. Elle n'avait pas, par conséquent, aucune ambition en tant que maîtresse, pas de préparation ni d'idées préconçues, ce que l'on aurait fatalement trouvé chez une enseignante de profession. Les conditions très spéciales dans lesquelles nous nous trouvions venaient de ce que nous n'étions pas véritablement œuvre sociale. Les enfants n'étaient recueillis que pour préserver la maison des dégradations qu'ils eussent pu lui faire subir. Il ne fallait donc point que le bâtiment eût besoin de réfections fréquentes. Les seules dépenses possibles étaient les dépenses ordinaires d'un bureau. La maison des enfants n'était pas une véritable école, mais une espèce de machine à mesurer mise à zéro. C'est ainsi que, n'ayant pas les moyens de créer l'ambiance avec des bancs d'école, une chaire ni aucun meuble en usage à l'ordinaire, on fabriqua un mobilier comme celui d'un bureau ou d'une maison bourgeoise. Je fis faire en même temps un matériel scientifique exact comme celui que j'avais employé dans l'institut de déficients. À cause de cette première affectation, personne n'avait jamais pensé qu'on pût en faire un matériel scolaire. Il ne faut pas s'imaginer que l'ambiance de la première maison des enfants fut aimable et gracieuse comme celle que l'on y rencontre aujourd'hui. Les meubles les plus importants étaient une table robuste pour la maîtresse, trônant à peu près comme une chaire, et une immense armoire haute et massive dans laquelle on pouvait ranger toutes sortes d'objets. Ces portes solides étaient fermées à clé, et la clé restait entre les mains de la maîtresse. Les tables étaient construites dans un souci de solidarité et de durée. Elles étaient assez longues pour que 3 enfants puissent s'y asseoir à la file. Elles étaient placées les unes derrière les autres, à l'instar des bancs d'une école. Les seules innovations étaient les petits fauteuils et chaises individuelles. Très simples. Les fleurs manquaient, qui sont devenues une des caractéristiques de nos écoles. Dans la cour, cultivée en jardin, il n'y avait que de petites pelouses et des arbres. Un tel ensemble ne pouvait me donner l'espoir de faire une expérience importante. Ce qui m'intéressait pourtant était de faire une éducation rationnelle des sens pour éprouver les différences
de réaction entre les enfants normaux et les déficients, et surtout pour chercher une correspondance que j'entrevoyais intéressante entre les réactions d'enfants normaux plus jeunes et d'enfants déficients plus âgés. Je m'apposais aucune réserve, aucune obligation à la maîtresse. Je lui appris seulement à se servir du matériel sensoriel afin qu'elle pût le présenter aux enfants de façon exacte. Et cela lui parut facile et intéressant. Mais je n'empêchais pas ses propres initiatives. Je m'aperçus au bout de peu de temps qu'elle s'était fabriquée elle-même d'autres matériels. C'étaient des croix dorées qui devaient servir à récompenser les enfants les plus sages. Je trouvais souvent en effet des enfants décorés de ces pendentifs inoffensifs. Elle avait aussi pris l'initiative d'apprendre à tout le salut militaire, bien que les élèves les plus vieux eussent 5 ans. Mais cela semblait lui apporter une telle satisfaction et je trouvais la chose si drôle qu'elle m'en était indifférente. Ainsi débuta notre vie de paix et d'isolement, et longtemps personne ne s'occupa de nous. Les événements principaux de cette époque étaient faits de choses infimes, dignes de ces contes pour enfants qui commencent par Il était une fois. Mes interventions étaient si simples et si puériles que personne n'eût pu les considérer d'un point de vue scientifique. Leur description complète nécessiterait pourtant un volume d'observation ou plutôt de découverte psychologique. Nouveau chapitre, la répétition de l'exercice. Le premier phénomène digne d'attention fut le suivant. Une enfant de 3 ans s'exerçait avec les petits cylindres des encastrements solides qui se manœuvrent un peu comme le bouchon d'une bouteille. Ce sont des cylindres de grosseur graduée dont chacun a son emplacement déterminé. Je fus étonné de voir une enfant si jeune manifester un tel intérêt à répéter interminablement cet exercice. Il n'y avait aucun progrès, ni dans sa rapidité, ni dans son habileté. C'était une espèce de mouvement perpétuel. Je me mis d'abord à compter le nombre de fois qu'elle répétait l'exercice et puis je voulus essayer d'évaluer la résistance de l'étrange concentration que l'enfant révélait ainsi. Je dis à la maîtresse de faire remuer et chanter tous les autres. L'enfant ne leva pas le nez de dessus son travail. Alors je pris délicatement le petit fauteuil dans lequel elle était assise et je le déposai sur une table. D'un mouvement rapide, l'enfant avait serré son objet et en le maintenant sur ses genoux, continua sans broncher. Depuis le moment où j'avais commencé à compter, la petite avait répété 42 fois son exercice. Elle s'arrêta comme si elle sortait d'un rêve et se rit, heureuse, ses yeux brillaient en regardant autour d'elle. Il semblait qu'elle ne se fût même pas aperçue des manœuvres qui n'avaient pas réussi à la déranger. Et tout à coup, sans aucune cause apparente, son travail était fini. Qu'est-ce qui était fini? Et pourquoi? Ce fut la première fissure qui s'ouvrit sur les profondeurs inexplorées de l'âme enfantine. C'était une toute petite fille, de cet âge où l'attention est instable, et pourtant elle avait fait preuve d'une telle concentration que son moi s'était soustrait à tous les stimulants extérieurs. Cette concentration avait été accompagnée d'un mouvement rythmique de la main autour de l'objet exact, scientifiquement gradué. De telles concentrations qui rendent insensible au monde extérieur n'étaient pas courantes, mais se répétèrent pourtant. Les enfants en sortaient chaque fois reposés pleins de vie, avec l'apparence d'un être qui vit d'éprouver une grande joie. Mais un curieux comportement, commun à tous, et pour ainsi dire constant dans chacune de leurs actions, était ce caractère propre au travail de l'enfant que j'appelais plus tard la répétition de l'exercice.
En voyant travailler, en voyant travailler toutes ces petites mains sales, je me dis qu'il fallait apprendre aux enfants à se laver les mains. Et ils se les lavèrent avec passion. Quand ils avaient obtenu des mains propres, ils continuaient à les laver. Ils sortaient de l'école pour aller se laver les mains. Des mères ne racontèrent qu'un matin, les enfants avaient disparu de chez eux. On les avait retrouvés au lavoir en train de se laver les mains. Ils étaient fiers de montrer à tout le monde leurs mains propres, si bien qu'une fois on les prit pour des mendiants. L'exercice se répétait et se répétait sans plus avoir de but extérieur. C'était par un besoin intérieur qu'ils avaient leurs mains propres. La même chose, se produisit en bien d'autres occasions. Plus un exercice était enseigné avec exactitude, plus il semblait devenir stimulant à répétition inépuisable. Le libre choix. Un autre chapitre. Le libre choix. La maîtresse distribuait elle-même le matériel et le remettait en place elle-même. Elle me raconta que, tandis qu'elle se livrait à cette occupation, les enfants se levaient et s'approchaient d'elle. Elle les renvoyait à leur place, mais ils revenaient et cela se répétait. La maîtresse en concluait que les enfants étaient désobéissants. Je compris, en les observant, leur désir de remettre eux-mêmes les objets en place, et je les laissais libres de le faire. Il naquit de cette nouvelle méthode une véritable vie nouvelle. Mettre les objets en ordre, parer à tout désordre éventuel, était devenu d'un attrait très vif. Si un verre d'eau tombait des mains d'un enfant, les autres accouraient pour en ramasser les morceaux et essuyer par terre. Un jour, la boîte contenant 80 tablettes de couleurs graduées tomba des mains de la maîtresse. Je me rappelle son embarras devant la difficulté à reconnaître tant de couleurs insensiblement graduées. Mais les enfants accoururent et, à notre stupéfaction, remirent rapidement en place toutes les tablettes, démontrant une extraordinaire sensibilité aux couleurs que nous n'avions pas nous-mêmes. La maîtresse arriva un jour en retard à l'école. Elle avait oublié la veille de fermer à clé l'armoire, qu'elle trouva ouverte par des enfants. Rassemblés devant le meuble, quelques-uns d'entre eux prenaient des objets et les emportaient. La maîtresse considérait que ce procédé était dicté par un instinct de vol. Pour elle, les enfants qui volent et qui manquent de respect auraient eu grand besoin de recevoir une sévère éducation morale. Je crus comprendre, moi, que les enfants connaissaient assez bien les objets pour pouvoir les choisir tout seuls. Ainsi firent-ils. Une recrudescence d'activité en fut la conséquence. Les enfants avaient des désirs particuliers et choisissaient leurs occupations. C'est pour cette raison que l'armoire basse et élégante parut mieux adaptée, où le matériel, tout en étant rangé, est à la disposition des enfants qui le choisissent selon leurs besoins intérieurs. Et c'est ainsi que le principe du libre choix accompagna celui de la répétition de l'exercice. C'est sur les enfants libres, dans leur choix, qu'ont pu être faites toutes les observations sur leurs tendances et sur leurs besoins physiques. Une des premières conséquences a été de voir qu'ils ne choisissaient pas tout le matériel scientifique que j'avais fait préparer, mais seulement quelques-uns des objets qui le composent. Ils allaient tous prendre à peu près les mêmes choses et certaines d'entre elles avec une préférence évidente. D'autres objets, par contre, restaient abandonnés
et se couvraient de poussière. Je les présentais tous, je les faisais offrir par la maîtresse qui en expliquait l'usage, mais les enfants ne les reprenaient pas spontanément. Je compris alors que tout dans l'ambiance de l'enfant doit être mesuré et ordonné, et que, et que c'est du manque de confusion et de superflu que naissent précisément l'intérêt et la concentration. إذا أتوقف هنا إن شاء الله، يعني في الحصة المقبلة أكمل القراءة.